Constituye una oportunidad única la apertura de este ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Única porque nos va a permitir meternos en la fábrica en la que se crearon algunos de los pensamientos decisivos de la segunda mitad del siglo que acaba de cerrarse. Vamos a escuchar a Claude Lévi-Strauss, a Jacques Lacan, a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, a Cornelius Castoriadis, entre otros, a Hannah Arendt, que nos van a permitir viajar por los mundos del psicoanálisis, la filosofía, la etnología, la ciencia de la naturaleza, la problemática más profunda de la vida, del lenguaje, de la política. Es decir, recorrer junto a estos pensadores extraordinarios aquello que sigue siendo fundamental para pensarnos hoy a nosotros mismos. Hola, ¿cómo les va? En este recorrido que estamos haciendo a través del ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, hoy vamos a tener la oportunidad de meternos en el mundo de la etnología, de hacer un viaje hacia lo más arcaico, lo más primitivo, entre comillas, hacia lo salvaje, de la mano, de una mano extraordinaria, sin ninguna duda, de quien ha sido probablemente el gran pensador, constructor de la revolución en el campo de la etnología contemporánea. Me estoy refiriendo a Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, fíjense ustedes qué notable, nació casi con el comienzo del siglo XX. Nació en 1908 en Francia y todavía, 101 años después, sigue allí. Todavía cuentan algunos, incluso meditando, leyendo y reflexionando quizás sobre una larga vida que estuvo dedicada a perseguir los enigmas estructurales, palabra cara al lenguaje de Lévi-Strauss. Digo, los enigmas estructurales de lo humano. Lévi-Strauss nos cuenta, nos va narrando cómo fue accediendo a esa interrogación antropológica, etnológica. Nos dice que primero recorrió los caminos de la filosofía, pero que casi por azar, como suelen pasar estas cosas, fue yendo hacia ese mundo que terminaría por cautivarlo, fascinarlo, enamorarlo, que era el mundo de las culturas primitivas. Incluso después de narrar algunas cosas, de ir con Lévi-Strauss en la década del 30, en 1935, a Brasil, donde fue a enseñar a la Universidad de San Pablo y en sus momentos de vacaciones fue a hacer su trabajo de campo. El único trabajo de campo sistemático que hizo Lévi-Strauss a lo largo de su vida, pero allí se alimentó, podríamos decirlo, con aquel material extraordinario, complejo, diverso, que terminaría definiendo su propia lectura, su propia interpretación. Incluso hay un momento poético en el que Lévi-Strauss dice que estando en la frontera belga en 1939, allí en la guerra, esperando la llegada de las tropas inglesas, y él estaba recostado en la hierba, contemplando las flores, en ese momento, dice Lévi-Strauss, casi imaginando, por qué no, a Newton y a la manzana, se le ocurrió, le vino como una inspiración, su teoría estructuralista. ¿Quién no recuerda aquella reflexión de Lévi-Strauss cuando señala que la prohibición del incesto, la prohibición de apropiarse del cuerpo de la madre o de cualquier otra de las figuras que pudieran caer en el paradigma del incesto, constituye el comienzo de la cultura? Una prohibición es el punto de partida de la cultura.
No vamos ahora, por la escasez de tiempo que siempre tenemos, a indagar la relación entre violencia y represión, entre represión, violencia y ley, pero sí vamos a entender que la cultura nace de un acto que se convierte en basamento de la vida social, la prohibición incestuosa. De la misma manera también que otro Levi-Strauss, quizás más poético, dirá que el momento más enigmático de la vida humana es cuando se inventó, vamos a decirlo así, la primer melodía. A Levi-Strauss le fascinaba la música. Allí, dice, hay un misterio extraordinario, superior quizás o equivalente a la invención de la primer metáfora. A ese hombre, a esa comunidad de los primeros hablantes, que se les ocurrió que las palabras no dicen literalmente el mundo, sino que pueden elegir otras estrategias para dar cuenta de algo, nombrándolo de una manera distinta a lo que las palabras suelen decir de las cosas. Metaforizar el mundo. Pero Levi-Strauss, que fue avanzando en su reflexión, que regresa a Francia, que ya va definiendo su horizonte teórico, que va revolucionando el interior de la etnología, que va fecundando lo que va a ser el gran debate de los años 60 en Francia, que es el debate del estructuralismo. Ese Levi-Strauss que en 1955 publica un libro formidable, Tristes Trópicos, que es la larga reflexión, entre otras cosas, de su experiencia brasilera, de su trabajo de campo, en esas comunidades amazónicas, pero donde también la belleza literaria está allí metida de cuajo en la reflexión de Levi-Strauss. Pero también Levi-Strauss nos dice que un momento clave en su camino como etnólogo fue haberse encontrado, mientras vivió en Nueva York, con la obra de Roman Jakobson, es decir, con la lingüística, con una nueva manera de interpretar y de comprender el lenguaje. Allí, en las estructuras del lenguaje, en la manera de Jakobson de pensar la lengua, Levi-Strauss pudo encontrar las homologaciones, las relaciones con las estructuras del parentesco, con las estructuras de la vida cultural. Levi-Strauss diferencia lo que él llama el lenguaje concreto del lenguaje abstracto. El lenguaje abstracto es el nuestro, el de nuestra cultura, el lenguaje del concepto, el lenguaje que reduce la multiplicidad del mundo a una unidad, el lenguaje sin matices en algún sentido, el lenguaje de la ciencia. Mientras que el lenguaje concreto, dice, es el lenguaje de los salvajes, pero sin ningún gesto peyorativo. Ese lenguaje de lo concreto, adherido a las cosas, a su diversidad, es un lenguaje impecable en términos de una lógica, de una estrategia, incluso de una trama a través de la cual una comunidad resuelve los problemas y los desafíos planteados por la vida, la naturaleza. Levi-Strauss intenta mostrar que hay una lógica riquísima en el lenguaje salvaje, que no es un problema evolutivo de un salir de la infancia para llegar a la adultez y nosotros adultos hemos construido sí un lenguaje sofisticado. No, aquel lenguaje era extremadamente sofisticado, extremadamente complejo y había resuelto de una manera también muy fecunda la compleja de relación y los complejos desafíos entre el hombre, el mundo, el paisaje, la naturaleza. Por eso la obra de Levi-Strauss va atravesando todos estos motivos, la estructura, la temporalidad, la construcción de los mitos fundacionales, la cuestión de la ley, la diferencia entre naturaleza y cultura, la polémica en torno a la historia. Todo eso está en esta entrevista que Levi-Strauss concede en el año 1972. Un Levi-Strauss en la madurez, en lo álgido de su camino intelectual. Me parece más que interesante poder ver de qué modo el etnólogo analiza con detenimiento, con soltura reflexiva, la compleja invención de la cultura humana. Los invito a ver la entrevista con Claude Levi-Strauss.
Claude Lévi-Strauss a complètement renouvelé l'ethnologie en lui appliquant l'analyse structurale à partir du modèle linguistique, fondant ainsi le structuralisme qui fut, dans les années 60, un vaste mouvement scientifique, philosophique et littéraire. Né à Bruxelles en 1908, c'est à Paris que le jeune Lévi-Strauss poursuivit l'essentiel de ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1931. Je pourrais dire que c'est un certain goût pour les idées. J'avouerai plus platement que c'est probablement parce que ce qui m'opposait le moins de difficultés, ou ce que j'avais le sentiment, à tort ou à raison, que je ferais le plus facilement et qui me permettrait en même temps de continuer à m'intéresser à toutes ces choses, et il y en avait beaucoup trop, enfin, qui m'intéressaient énormément. Enfin, j'avais du goût pour la peinture, j'avais du goût pour la musique, j'avais du goût pour les antiquités. Tout ça, ça pouvait se marier plus ou moins avec l'étude de la philosophie, plus facilement probablement qu'avec une autre spécialité qui m'aurait obligé à compartimenter mon existence et mes curiosités. Mais pendant cette période dont nous parlons, ce qui m'occupait, je dirais, le plus, c'était très certainement la politique. J'avais été introduit au socialisme par un jeune socialiste belge qui a d'ailleurs depuis fait une importante carrière et qui est mort à l'heure actuelle, mais il était encore jeune à ce moment-là, rencontré en vacances. Et c'est lui qui m'a fait lire Marx, qui m'a fait lire Engels, et qui m'a amené non seulement au socialisme militant, qui m'a beaucoup occupé pendant mes années d'étudiant, et mes tout débuts comme professeur, en tout cas jusqu'à ce que je sois parti au Brésil, mais qui a également joué un rôle intellectuel essentiel, philosophique, si vous voulez, dans ma pensée. J'ai été initié à Freud ou introduit à la lecture de Freud quand j'étais en classe de philosophie par le père d'un de mes camarades qui était lui-même psychiatre, il s'appelait le docteur Marcel Nathan, et qui était un familier de Marie Bonaparte, et qui avait, avec Marie Bonaparte, contribué à faire connaître Freud en France. Et ça a été également une des grandes révélations intellectuelles de ma vie, pour autant que Freud m'apprenait que même ce qui se présentait sous les apparences les plus irrationnelles, les plus absurdes, les plus choquantes, pouvait dissimuler une rationalité secrète. Et ici, je crois qu'il y a un parallélisme frappant entre ce type d'attitude vis-à-vis des faits et celui que je devais plus tard connaître avec l'ethnologie. C'est Paul Nizan qui m'a alerté sur l'ethnographie comme porte de sortie possible pour un agrégé de philosophie. Car à cette époque-là, l'enseignement de l'ethnologie était pratiquement inexistant en France, ou en tout cas réduit à extrêmement peu de choses, et par conséquent, l'ethnologie naissante recrutait dans des disciplines voisines, et comme l'exemple de Jacques Soustel le montre, c'était du côté de la philosophie qu'elle pouvait trouver ses recrues. Nizan lui-même avait été tenté un moment, et quand il m'en a parlé, j'ai eu très vite le sentiment que c'était vers cela que je pouvais m'orienter si je voulais. Non pas seulement d'ailleurs ne pas faire un cours de philosophie
pendant le restant de mes jours, mais également voir le monde, car j'étais très passionné de camping et de marche à pied, un petit peu d'alpinisme, et donc j'avais le désir de connaître d'autres horizons. J'avais eu chez les Broraux, où malheureusement je n'avais pu séjourner puisqu'il s'agissait de vacances universitaires, que pendant un nombre assez restreint de semaines. J'avais eu l'expérience d'une société que tout ethnologue un peu mieux formé que je ne l'étais à l'époque aurait dû considérer comme le véritable paradis ethnologique, et où je n'aurais dû avoir qu'une seule idée, c'est retourner et y consacrer le temps que je ne pouvais. Enfin, une société où non seulement la culture matérielle était largement intacte, où cet art de la plume, qui est si exceptionnellement la forme d'art par laquelle les Indiens américains, du Nord comme du Sud, sont parvenus à s'exprimer, était très vivant. Mais une société dont l'organisation sociale était d'une complication et d'une subtilité telle qu'on continue à la travailler, qu'on continue à écrire dessus, et qu'on est très loin d'en avoir épuisé toutes les richesses. Eh bien, je passais de là parce que très naïvement et je dirais stupidement, je m'étais dit, je veux voir des gens encore plus sauvages, encore moins touchés par la civilisation que ne l'étaient les Broraux, et donc filer là, dans cette région du Brésil, dont on ne savait pratiquement rien à cette époque-là, et où j'espérais trouver des sauvages encore plus intacts, encore plus intrinsèquement sauvages, si je puis dire. Et je tombais, vous me passerez l'expression, dans la société la plus minable, la plus pouilleuse qu'on puisse imaginer. Il fallait donc essayer de trouver un angle d'attaque, une manière d'approcher leur vie, qui soit beaucoup moins une description des techniques ou une description des institutions, puisque tout ça a été réduit à sa plus simple expression, qu'essayer de comprendre ce que pouvait être une société humaine, réduite en tant que société, elle aussi, à sa plus simple expression. Qu'est-ce que c'est qu'une société minimale ? En somme, c'était un problème un peu du même genre, sauf qu'il était expérimental au lieu d'être idéologique, que celui que Rousseau s'était posé en écrivant l'essai sur l'origine de l'inégalité ou le contrat social, à savoir quelles sont les conditions minimales à partir desquelles on puisse dire qu'une société humaine existe. Et c'était un problème de ce genre devant lequel j'étais placé. Peut-être d'ailleurs, parce que je ne veux pas du tout dire, par là, il ne faudrait pas que ceux qui m'écoutent le pensent, que les Nambikwara étaient une sorte de vestige de l'âge de la pierre ou des temps préhistoriques et qu'ils nous ramenaient à ce que pouvait être une société humaine au début de l'humanité elle-même. Ça n'est pas ça du tout. Il est bien certain que en Amérique, toutes les sociétés ont une histoire, comme d'ailleurs ailleurs dans le monde, et que cette histoire a été profondément influencée, modifiée par tous les cataclysmes qui se sont produits et dont la découverte même de l'Amérique a été le plus grave et le plus irréparable pour ces sociétés elles-mêmes. Les Nambikwara n'étaient pas des primitifs avec un P majuscule. C'était des gens qui, de par l'affaiblissement, l'amoindrissement de leur effectif démographique, de par l'effondrement de ce qu'ils avaient pu avoir autrefois de technique à la suite du heurt avec la civilisation, c'était des gens déformés, mutilés, ébranlés par toute une histoire. Donc, en aucune façon des primitifs, mais en tout cas une société qui même, réduite par toutes les conditions que je viens de décrire à sa plus simple expression, offrait sur un terrain expérimental
l'image d'une société aussi simple, ou presque aussi simple qu'il soit possible d'en concevoir une. Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs, et notamment une goule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore, s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés. Je me sentais tout à fait comme un étudiant, puisque, comme je vous le disais, mes années de travail sur le terrain ont été viciées par le fait que je ne possédais à cette époque aucune formation ethnologique véritable. Et tout ce que je sais d'ethnologie, ou ce que je crois savoir, je l'ai appris pendant ces années de New York et au cours des journées entières passées l'une derrière l'autre à la New York Public Library, où j'ai lu de l'ethnologie depuis le matin jusqu'au soir. Mais je la lisais, bien sûr, déjà dans une perspective qui était celle que j'avais sentie s'esquisser dans les réflexions que j'évoquais d'ordre botanique sur la ligne Maginot, mais qui se sont trouvées tout à fait concrétisées par la rencontre que j'ai faite alors dès 1941-42 du grand maître de la linguistique structurale de Roman Jakobson, qui était, comme moi, professeur aux États-Unis. Et c'est là que je l'ai connu, c'est là que j'ai eu par lui la révélation de ce qu'était et la linguistique en général et la linguistique structurale en particulier. Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes et non pas les sons du langage lui-même. À ce moment-là, on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue. Or, dans le domaine des faits sociaux, nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue. Pour autant que les sociétés nous mettent en présence d'un foisonnement, d'une diversité tout à fait incroyable, je ne dirais pas d'institutions, car ce ne sont pas exactement les institutions, c'est la manière dont ces institutions se manifestent ici et là, aujourd'hui ou demain,
Et le problème est de comprendre quelles sont les relations entre ces apparences et non pas quels sont les phénomènes eux-mêmes tels qu'ils apparaissent à l'observation la plus empirique. Ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques, c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous-mêmes et qui constituent le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique, puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont ils nous apparaissent ou l'interprétation que nous nous donnons à nous-mêmes de ces phénomènes. Tandis que le langage étant élaboré, nous ne sommes évidemment pas conscients pendant que nous parlons des lois qui président à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons. Et c'est ce caractère inconscient qui nous permet, dans le domaine de la linguistique, d'accéder à l'objectivité. Et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élaborent inconsciemment les phénomènes sociaux que nous sommes capables de les aborder de manière objective. Oui, j'ai essayé de la placer au départ, en essayant en même temps de la réintégrer dans un cadre plus vaste, puisque j'ai essayé de montrer que la prohibition de l'inceste n'était que la face négative d'un autre grand phénomène pratiquement universel dans les sociétés humaines, et qui est l'exogamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'interdiction d'épouser telle personne qui se trouve vis-à-vis du sujet dans telle ou telle relation de parenté, il y a en même temps obligation de chercher son conjoint ailleurs que dans le cercle de famille le plus restreint. Et si j'ai essayé de me tourner vers ces grands phénomènes, c'est qu'il me semblait indispensable pour comprendre la diversité, la variété, l'arbitraire apparent des coutumes et des institutions dans le domaine de la parenté, de les rattacher tous à quelques principes universels dont on puisse considérer qu'existant sous une forme ou sous une autre d'ailleurs dans toutes les sociétés humaines, on pouvait en déduire les modalités diverses sous lesquelles ils se réalisent ici et là. N'est-ce pas, il faut s'entendre, ce n'est pas le contenu qui est universel. Et la règle de la prohibition peut varier, et varie d'ailleurs, à l'extrême d'une société à l'autre. Des sociétés qui sont extrêmement rigoureuses et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquels nous ne songerions pas à appliquer le terme. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus libérales et qui autorisent des degrés qui ne le seraient pas dans un grand nombre d'autres sociétés. Si vous prenez le mariage des cousins, qui est un cas limite, peut être considéré comme incestueux dans un grand nombre de sociétés, ou assimilable à l'inceste, ou en tout cas interdit, tandis qu'au contraire, ce sera un type de mariage prescrit dans bon nombre d'autres sociétés. Si vous prenez l'Égypte ancienne, où ce que nous appellerions des mariages incestueux étaient de pratique courante, vous voyez que le contenu de la règle est extraordinairement variable. Mais ce qui n'est pas variable, c'est qu'il existe une règle. C'est que, où que ce soit, on ne puisse pas faire n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance que le goulot d'étranglement soit très large ou qu'il soit très étroit. Ça n'a pas d'importance que la règle soit très stricte ou qu'elle soit très libérale. Ça n'a pas d'importance qu'elle exclue la sœur ou bien qu'elle introduise une distinction entre la sœur cadette et la sœur aînée, dont l'une se trouvera être permise et l'autre sera prohibée. Ce qui est important, ce qui est une contrainte, c'est qu'il y ait un goulot d'étranglement, parce qu'à partir du moment où quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté, alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille
pour combler en quelque sorte ce manque, ce déficit, et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles, et s'unissant entre elles, de constituer une société. Il est remarqué d'ailleurs que dans les sociétés qu'étudient les ethnologues, les échanges matrimoniaux ne sont qu'un aspect d'autres échanges, échanges économiques, échanges rituels dont ils sont tout à fait solidaires. On n'échange pas seulement les femmes, on échange les biens en même temps qu'on échange, on échange les femmes en même temps qu'on échange les biens. Et quand nous étudions tous ces grands cycles cérémoniels auxquels s'adonnent certaines sociétés, que ce soit de Polynésie, de Mélanésie, d'Amérique, ou je pourrais dire de sociétés du monde, car de façon inégale, ça se retrouve partout, eh bien, on s'aperçoit que les échanges se balancent toujours les uns les autres, en fin de compte, que cette notion de réciprocité a une valeur explicative extrêmement profonde pour toutes sortes de phénomènes qui ne sont pas seulement ceux d'organisation sociale ou autres, mais qui se retrouveraient dans la vie économique ou dans la vie religieuse. Si les cultures diffèrent les unes des autres, c'est parce que les règles ne sont pas les mêmes pour telle et telle culture. Ici, on fait les choses de cette façon et on doit les faire de cette façon, tandis que dans la société d'à côté, on doit les faire d'une autre manière, et c'est la différence. Tandis que dans l'ordre de la nature, on ne peut pas parler de règles, on peut seulement parler de lois. Et s'il existe donc, s'il est possible de découvrir une règle qui offre ce caractère d'être une règle, précisément, mais qui soit en même temps universelle, on se trouvera en possession d'un type de phénomène qui marque en quelque sorte l'articulation de la nature, où les lois sont universelles mais ne sont pas des règles, et de la culture, où les règles existent mais ne sont pas universelles. Et la présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture. Je me sentais un peu à l'écart, tant sous le rapport de la vie sociale que sous celui de ma carrière universitaire. Et disons, pour une fois dans ma vie, j'ai eu envie d'écrire exactement tout ce qui me passait par la tête, comme ça me passait par la tête. Et de fait, Triste Tropique a été écrit extrêmement vite, en 4 mois, si je ne me trompe, et c'est un assez gros livre. Et le titre même que je lui ai donné, Triste Tropique, me venait de l'adolescence. C'était le titre d'un roman que j'avais songé écrire quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vous dis simplement ça pour vous montrer enfin dans quelle atmosphère j'avais placé la rédaction de ce livre. Alors voilà, c'est une sorte d'école buissonnière que je me suis permis de faire pendant quelques mois. Ce que je voulais montrer, c'est que, d'abord, la pensée que j'appelle sauvage
je veux dire la pensée intellectuelle, est quelque chose comme une fleur sauvage qui s'est développée dans certaines conditions de vie et à l'abri de la civilisation, ou de ce que nous appelons comme tel, et puis d'autre part, et peut-être surtout, parce que j'essayais de montrer l'importance que pour cette pensée offraient les classifications naturelles, et que les espèces botaniques ou zoologiques constituaient le modèle logique que la nature proposait en quelque sorte tout fait, ready-made, prêt à porter à la réflexion humaine pour qu'elle-même s'en empare et classe les choses sociales de cette façon-là. Cette pensée essaye d'introduire de la logique dans le monde au niveau des données de la sensibilité. Autrement dit, de considérer que tout dans l'univers a un sens et que le monde signifie sur le plan des couleurs, des saveurs, des textures, des sons et ainsi de suite. Tandis que, comme nous l'avons tous appris en classe de philosophie, une condition pour que la science moderne se constitue, c'est la distinction cartésienne entre les qualités secondes et les qualités premières, c'est-à-dire un effort pour déplacer l'intelligibilité du plan de la sensibilité à celui de notions plus abstraites. J'essayais de montrer que cette logique, premièrement, n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on pouvait le supposer, et que peut-être même le progrès de la pensée moderne, les nouvelles logiques, les nouvelles formes de réflexion mathématique, je ne dirais pas, ce serait absurde, ce serait un paradoxe, tendait à se rapprocher de la pensée des sauvages, mais nous aider à mieux comprendre, en tout cas, certains aspects de cette pensée qui, dans un état inférieur de notre propre réflexion logique, nous paraissaient absurdes, condamnables ou inadmissibles. Et puis, j'ai essayé de mettre en lumière que cette réflexion procédait d'un appétit véritablement intellectuel, qui n'était pas du tout nécessaire d'introduire des éléments sentimentaux, mystiques ou émotifs, qu'il y avait dans ce que nous appelons la vie sauvage, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers, qui ne le cédait en rien par son ardeur, par ses exigences, à ceux de la science moderne, bien que, naturellement, les résultats soient tout à fait différents. Sartre venait de publier la critique de la raison dialectique, livre dans lequel il exprime un certain nombre de vues sur l'anthropologie en général et sur la place des sociétés dites primitives en particulier, qui ne m'étaient pas du tout apparues coïncider avec les vues des ethnologues eux-mêmes. Et donc j'avais essayé d'approfondir les raisons de ces divergences. C'est donc par le côté, sur le bord et incidemment, si vous voulez, que ma réflexion s'est trouvée rencontrer l'existentialisme. Maintenant, si vous me posez la question, je vous dirais que l'existentialisme, qui à mes yeux représente, et ça n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens classique du terme, enfin la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien, est éloigné de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de coupure absolue qu'il établit entre l'homme et la nature,
Et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, en séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste qui est celle de l'humanité totale telle que nous pouvons la connaître dans toutes ces manifestations, non pas seulement celles que nous connaissons par expérience directe et qui engagent nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore. Si nous étions en mesure de connaître l'histoire des sociétés que nous étudions, bien entendu, nous devrions en faire le plus grand et le plus complet usage. Malheureusement, nous sommes rarement dans la position où nous pouvons le faire, parce que ce sont des sociétés sans écriture, parce que ce sont des sociétés qui ne disposent pas, qui ne mettent pas à notre disposition de documents d'archives, et que l'épaisseur historique dont nous pouvons disposer est beaucoup plus petite que celle qui nous est accessible pour d'autres sociétés. Par conséquent, nous sommes obligés de faire de nécessité vertu et très souvent d'étudier sans référence à l'histoire des phénomènes que nous aurions grand intérêt à connaître dans une perspective historique, mais simplement cette perspective historique nous manque. Bon, d'autre part, il y a le problème que vous posez du rapport entre structure et événement. Bien sûr, dans toute société, il se produit des événements, il s'en produit à chaque minute, il s'en produit à chaque seconde, et ces événements modifient, altèrent le cours de l'histoire de cette société. Il est extrêmement intéressant de l'étudier sous cet angle, de ce point de vue, et dans la mesure où on peut le faire, c'est-à-dire où on a une durée d'observation suffisamment longue, il est indispensable également de le faire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que bon nombre ou la plupart de ces sociétés sans écriture que nous étudions s'efforcent elles-mêmes de résister à ce cours de l'histoire qui les emporte au même titre que n'importe quel autre, et elles le disent très bien elles-mêmes, lorsqu'on leur demande d'expliquer pourquoi elles pratiquent telle ou telle coutume, pourquoi elles ont telle ou telle croyance, la réponse la plus fréquemment obtenue, c'est que les ancêtres l'ont toujours fait de cette façon-là. Et c'est par le recours au mythe, c'est-à-dire par ce qui s'est passé à l'origine des temps, que ces sociétés tendent à se justifier elles-mêmes leur présent. Ce sont donc deux perspectives, en quelque sorte complémentaires, que nous pouvons prendre sur elles. Nous pouvons les étudier soit sous l'angle de la structure, soit sous l'angle de l'événement. Les deux choses doivent être faites. Simplement, il est extrêmement difficile de les faire les deux en même temps, de les faire les deux à la fois. Pourquoi est-ce que depuis des millénaires, et vraisemblablement des centaines de millénaires, et peut-être même davantage, puisque les paléontologistes nous apprennent que le passé de l'espèce est
beaucoup plus lointain que nous ne le pensions précédemment. Pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter et à écouter avec délectation des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Vraisemblablement parce qu'elle leur fournissait un certain nombre, ici j'emploierai à nouveau un terme dont je me suis servi, des schèmes, des principes régulateurs, et en essayant justement de démonter les mythes comme on pourrait démonter des mécanismes d'horlogerie, de comprendre comment ils sont faits, on voit qu'il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer. La différence, c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, si je puis dire, coup par coup, comme fait la science, qui recourt à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique et ainsi de suite, eh bien, le mythe est un type d'explication qui cherche à expliquer tout à la fois, qui cherche à dégager un schème d'articulation qui rende compte de la totalité de l'expérience d'une société, depuis ses rapports avec le monde, et quand je veux dire le monde, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et puis les plantes qui y poussent, les animaux qui y vivent, le climat qui y règne, et ainsi de suite, et puis l'ordre social lui-même, tel que cette société le conçoit, tel qu'elle le vit et tel qu'elle l'a créé. Il est bien clair que ça n'est pas par un effort réfléchi que les mythes se construisent. D'abord, ce sont des œuvres collectives. Je ne veux pas dire par là qu'à un certain moment, à certaine époque, il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait d'abord raconté une histoire, mais cette histoire n'est devenue un mythe qu'à force d'avoir été entendu, répété, réentendu et re-répété, et ainsi de suite, et être devenu une création collective par toutes sortes d'ajouts, de suppressions qui se sont faits au cours des âges, et où par conséquent la pensée consciente n'intervient pas. Donc la mythologie était un domaine où, comme dans d'autres, mais peut-être mieux encore que dans d'autres, on pouvait essayer de saisir la pensée inconsciente dans son fonctionnement et dans ses opérations. J'ai été frappé que les mythes des Indiens d'Amérique du Sud, en tout cas des Bororo, qui m'ont fourni le premier mythe d'où toute l'analyse a démarré, que ces Indiens donc sont extrêmement sensibles à l'opposition que nous faisons en langage ethnologique entre la nature et la culture, mais que pour eux le passage d'un règne à l'autre règne n'était pas tellement défini comme nous pourrions le faire nous-mêmes, par l'invention des outils ou par l'apparition du langage, mais par le passage de la nourriture crue, qui est celle des animaux, à la nourriture cuite, qui est celle par excellence de l'humanité. Et c'est l'opposition fondamentale dont je suis parti, le fil conducteur qui m'a servi à essayer de comprendre les rapports qui pouvaient exister entre un certain nombre de mythes, mythes sur l'origine du feu de cuisine, où il est tout à fait clair qu'il s'agit en effet du passage de la nature à la culture par la conquête du feu, et des mythes qui semblait tout à fait différent et n'avoir aucun rapport avec le précédent, puisqu'au lieu d'être question de feu, il était question d'eau, mais que l'on pouvait précisément interpréter de la même façon en faisant des images symétriques, comme vues dans un miroir ou à l'envers des mythes dont je parlais. Et c'est ainsi que, de proche en proche, j'ai essayé d'articuler toute une partie du discours mythique des Indiens d'Amérique. Ça, c'était l'objet du premier volume.
Mais en même temps, il posait, cette analyse posait un certain nombre de problèmes, et dont l'un d'entre eux, peut-être le principal, était qu'il semblait y avoir dans les mythes certains problèmes qui se posaient avant même le cru, si je puis dire, et d'autres qui se posaient après le cuit, que l'opposition du cru et du cuit était une opposition trop simple, trop élémentaire, qu'il y avait du plus que cru, qu'il y avait du plus que cuit. Et ceci m'était imposé par la place que les mythes même que j'avais examinés faisaient à deux substances comme le miel sauvage et le tabac, qui m'ont donc obligé à envisager cette espèce de retour à l'état de nature que représente pour les Indiens sud-américains la collecte du miel sauvage pendant la saison sèche, la place particulière que le tabac fumé ou bu occupe dans leur rite et dans leurs croyances comme moyen de communiquer avec le monde spirituel, soit dans un cas une sorte de retour à la crudité et dans l'autre cas un passage au-delà de la catégorie du cuit, puisque c'est au-delà de la catégorie de la culture. Ceci était le deuxième moment, mais qui lui-même posait des problèmes, et je dirais volontiers des problèmes d'un autre ordre, puisqu'il se trouvait qu'au fur et à mesure que j'étendais ma prospection, que j'intégrais de nouveaux mythes à ceux que j'avais précédemment analysés, j'étais obligé non pas seulement de me poser de nouveaux problèmes, mais d'élargir le champ géographique de mon enquête et de faire progressivement appel à des mythes provenant d'Amérique du Nord, en plus de ceux provenant d'Amérique du Sud, ce qui, naturellement, m'obligeait à faire un certain nombre d'hypothèses d'ordre historique sur le peuplement de l'Amérique et les raisons pour lesquelles il était possible de considérer que les mythes des deux Amériques parlaient un langage commun et qu'un dialogue s'établissait entre eux. Mais cet élargissement géographique, puisque le troisième volume, l'origine des manières de table, passe d'Amérique du Sud en Amérique du Nord, à peu près au premier tiers, en même temps élargissait la problématique qui était celle à laquelle j'étais confronté dès le début. Et ces manières de table, qui sont un aspect de l'éducation générale, amenaient à leur tour à poser des problèmes plus vastes qui sont ceux du rapport entre l'humanité et la féminité dans ce grand problème général du passage à la nature, à la culture, où les femmes représentent justement dans la pensée des Indiens américains une catégorie de l'humanité plus proche de la nature et la partie masculine plus proche de la culture, et que le problème du passage de la nature à la culture se transforme donc en quelque sorte en un problème d'éducation des filles. C'était donc à la fois un élargissement géographique et un élargissement systématique, et bien entendu, il me restait une dernière étape à parcourir, c'est après m'être considérablement éloigné de mon point de départ, en m'en éloignant encore davantage, constater que j'étais revenu à celui dont j'étais parti. Car dans les versions nord-américaines, la conquête du feu, au lieu d'être le résultat d'une petite rencontre entre un enfant perdu et une bête sauvage des bois qui en était le propriétaire, devient l'enjeu d'une guerre cosmique entre les habitants de la Terre et les habitants du ciel. Et par là même, je pouvais démontrer que ça n'était pas à tort que j'avais, dès le départ, élargi un mythe, à peine un mythe, presque un conte, en apparence insignifiant, en lui donnant des proportions et une signification véritablement philosophique. Au départ, il m'avait semblé
ou du moins je n'avais prétendu qu'un rôle méthodologique, que ça me suffisait. Mais au fur et à mesure que je progressais dans l'analyse, j'ai eu le sentiment de plus en plus aigu qu'il y avait une raison profonde pour, d'ailleurs, une cause qui m'apparaissait tout de suite, à savoir que ce n'était pas n'importe quelle forme musicale qui pouvait aider à interpréter les mythes, et probablement pas les formes musicales exotiques qui peuvent être celles des peuples mêmes qui racontent les mythes en question ou de peuples voisins, mais que c'étaient les formes musicales qui étaient apparues dans notre propre civilisation à une époque déterminée, vers le XVIe, XVIIe siècle, et qui ont régné sur la musique jusqu'au XIXe ou jusqu'au début du XXe. Et alors pourquoi? Et ce que j'ai essayé dans la conclusion, qui s'appelle finale d'ailleurs pour respecter la forme musicale qui préside à l'ensemble de l'ouvrage, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que vraisemblablement, il s'est passé dans notre propre société, dans notre propre civilisation, un très grand phénomène en ce qui concerne les rapports du mythe et de la musique, c'est qu'au moment où le mythe a perdu sa mainmise sur la pensée de l'homme moderne, au moment où est apparue la forme romanesque, et ça on peut le situer autour du XVIIe siècle, eh bien à ce moment-là, la musique a assumé, sans s'en rendre compte, les formes de la mythologie expirante. Et que si, au départ, j'étais allé chercher dans la musique des formes qui devaient me permettre d'interpréter les constructions mythiques, la raison en était que la musique elle-même était allée les chercher dans les mythes au moment où les mythes avaient perdu leur valeur, leur fonction de civilisation. C'est donc pour des raisons tout à fait profondes et auxquelles je tiens beaucoup que j'ai utilisé cette comparaison qui a été plus qu'une comparaison, qui a été une sorte de fil conducteur d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Je dirais que les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression, enfin, qu'un tableau, qu'un poème ou qu'un paysage est beau. Il est vrai, enfin, qu'on a souvent accusé le structuralisme d'anti-humanisme. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, je dirais que c'est seulement à moitié vrai, parce qu'au total, qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche deux choses, l'une sur le plan épistémologique et l'autre sur le plan moral. Sur le plan épistémologique, on nous reproche d'adopter sur l'homme un point de vue qui n'est pas celui du philosophe, et celui du philosophe, je dirais, pratiquant l'introspection sur lui-même, c'est-à-dire de chercher à adopter un autre point de vue que celui du sujet. Je considère qu'il est parfaitement légitime que dans quelque recherche que ce soit, on choisisse le point de vue qu'on estime être le plus efficace pour les résultats de sa recherche. Et si vous allez prélever une goutte d'eau dans la rivière qui est à côté de nous et que vous la regardez à l'œil nu, vous verrez un objet tout à fait réel, à savoir la goutte d'eau, mais qui sera un objet complètement différent de celui qui vous apparaîtra si vous mettez votre goutte d'eau sous la tourelle d'un microscope
et que vous opérez des grossissements successifs. Parce qu'alors, au lieu de voir la goutte d'eau, vous apercevrez des animalcules qui se promènent à l'intérieur de l'eau, et puis à la limite, si votre microscope est électronique, au lieu de voir les animalcules, vous verrez les molécules dont se compose et l'eau et le corps même de ces petites bêtes. Et puis si vous allez encore plus loin, vous pourrez voir des atomes. Enfin, on n'insiste pas. Eh bien, tous ces points de vue sont parfaitement légitimes. Il s'agit de savoir ce qu'on cherche et quel est le point de vue le grossissement qu'on doit adopter pour obtenir un résultat. Eh bien, nous choisissons un grossissement par rapport auquel, disons, la notion de sujet se dissout, s'efface, s'abolit. Nous étudions des mécanismes qui se passent à l'intérieur de la pensée, mais à l'intérieur d'une pensée qui déborde de tous les côtés ce petit secteur limité de pensée que le sujet croit lui-même appréhender. Donc là, je pense qu'on nous cherche une mauvaise querelle. Maintenant, il y a le point de vue moral qui s'inspire de considérations complètement différentes et qui, chez un ethnologue, ne peut pas lui être inspiré par le spectacle de la destruction monstrueuse, systématique des cultures différentes de la nôtre, auxquelles l'Occident s'est livré, peut-être depuis très longtemps, mais disons, pour simplifier, depuis l'époque de la découverte de l'Amérique et depuis les grandes découvertes et la colonisation jusqu'à nos jours. Et nous ne pouvons pas isoler la condamnation de cette destruction de sociétés humaines, de toutes sortes d'autres destructions auxquelles on a assisté en même temps et on assiste bien davantage aujourd'hui, destruction des espèces animales, destruction des espèces végétales et autres. Et tout ça au nom de quoi? Au nom d'un certain humanisme qui a été celui de la Renaissance et qui est resté le nôtre depuis, qui est un humanisme outrancier, un humanisme agressif par lequel l'homme se situe lui-même comme seigneur et maître de la création et tout le reste étant à sa disposition. Où est-ce que ça nous a conduit? Nous le voyons, ça nous a conduit à des grandes guerres d'extermination, ça nous a conduit aux camps de concentration, ça nous a conduit à l'extermination d'une partie de l'humanité par elle-même, et c'est cette partie même de l'humanité qui se considérait comme supérieure à tout le reste de l'humanité. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, l'humanisme classique a défini l'homme de façon beaucoup trop étroite. Il l'a défini comme être pensant au lieu de le définir comme être vivant. Il a placé beaucoup trop près de l'homme les frontières où s'arrêtait l'humanité elle-même, et par conséquent, il ne se trouve même plus suffisamment protégé contre ses propres attaques, parce que le rempart était trop près de la place forte, si je puis dire, et il n'y avait plus les glacis protecteurs qui pouvaient le garantir. C'est bien le domaine sur lequel, ayant le sentiment de m'être toujours trompé dans le passé, je m'abstiendrai soigneusement de faire des prévisions dans l'avenir. Mais enfin, je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle où le hasard m'a fait naître, et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que, sinon moi-même, mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi. Nous en avons déjà parlé à 2 ou 3 reprises. J'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé, là même d'ailleurs où il ne l'est pas encore, parce que la densité même de la population se trouve démultipliée par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication. Enfin, fait que nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs, et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse
des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Enfin, il nous faut toujours un musée imaginaire, et le fait que l'expression soit née de notre temps est significatif, qu'il nous faille à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvée avoir produit dans toute son étendue depuis son origine, et que ça nous suffise à peine pour nos besoins, me semble inquiétant pour un avenir qui, enfin dans la perspective où je me place, exigerait bien davantage cet équilibre entre, disons, la communication et la non-communication qui a été le caractère des grandes époques créatrices. Nous nous posons constamment le problème d'établir de meilleures communications entre les hommes, peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable. Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement, et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite. Enfin, un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir, bon, était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui. Mais cela, c'est tellement subjectif. Ça tient tellement à des raisons de tempérament, d'histoire personnelle, de caractère, que je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire. Là, il retourne à la biographie, à l'autobiographie par laquelle nous avions commencé, et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire, non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir, mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité. Après 1972, le fondateur de l'anthropologie structurale a continué à appliquer sa méthode, toujours en ethnologie, mais aussi à l'art et à la littérature, analysant les grands maîtres qu'il ne cesse de célébrer, mettant au jour l'ordre secret qui gouverne leurs œuvres. Il publiera en particulier La Voix des masques, Le regard éloigné, La potière jalouse, De près et de loin, Histoire de lynx, Regardez, écoutez, lire. Hermosa escenografía natural, la que pudimos observar mientras escuchábamos a Claude Lévi-Strauss. Mientras lo escuchaba y tuvimos oportunidad de ir recorriendo su obra, su biografía, recordaba una anécdota que relata Lévi-Strauss, un Lévi-Strauss ya entrado en años, alrededor de 85, 86, cuenta que un periodista lo visitó en su estudio, en un sexto piso de un edificio parisino al que Lévi-Strauss subía regularmente
por las escaleras a una edad en la que es difícil subir siquiera un piso, cuenta Levi-Strauss que el periodista le preguntó si él hubiera tenido en sus años de trabajo de campo en el Brasil en los años 30 el acceso a las nuevas tecnologías digitales o las nuevas cámaras japonesas, si no hubiera podido entender mejor y hasta capturar mejor ese mundo cultural de los pueblos amazónicos. Levi-Strauss, muy irónico, dice que dudó entre dos actitudes. Una era tomar un viejo pico que guardaba de aquellos años y literalmente abrirle la cabeza al periodista, y otra, aprovechando que la ventana estaba abierta, arrojarlo por allí desde el 6º piso. Pero decidió responderle. Le dijo: ¿sabe usted que detrás de una cámara, por más sofisticada que sea, está el ojo? El ojo de quien observa, el ojo de quien interpreta, el ojo de quien recuadra, el ojo de quien incluye y excluye. La cámara es una construcción también del ojo. No hace falta la sofisticación tecnológica, lo que hace falta es la construcción de una pregunta adecuada que enfrenta a un problema decisivo. Esta es la respuesta de Levi-Strauss. Es la respuesta que nos interesa recuperar. Es la respuesta de aquel que dice: la pregunta, la interrogación, la crítica son, de algún modo, el punto decisivo de todo verdadero trabajo en el campo de las ciencias, cualquiera sean estas ciencias, y mucho más también en el trabajo del etnólogo. Gracias y nos vemos la próxima vez.